Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Touche pas à mes plantes. Les peuples autochtones s'insurgent contre la prédation biologique dont ils sont victimes. Des multinationales, mais pas seulement, s'emparent en effet des ressources génétiques de leurs plantes pour en faire leur business. Ce phénomène porte un nom, c'est la biopiraterie. Récemment, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, un organisme public français censé défendre les valeurs de partage et de solidarité, l'IRD a déposé un brevet basé sur la molécule issue d'un arbre tropical. Le problème, c'est qu'il n'a pas associé les peuples indigènes. Pour en parler, je reçois Marion Weber de la Fondation France Liberté qui lutte contre la biopiraterie. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Comment vous définissez assez rapidement la biopiraterie ? Je crois que vous en avez donné une très bonne définition. Biopiraterie, ça fait référence finalement aux pirates de la biodiversité. C'est ces entreprises, mais aussi des instituts de recherche qui vont venir s'accaparer, piller les ressources naturelles, notamment par le biais de dépôts. Généralement, on est dans un rapport nord-sud, là ? C'est vrai que globalement, les entreprises et instituts de recherche viennent du Nord. À 90%, les brevets aujourd'hui détenus sur la biodiversité le sont par les États-Unis, l'Europe et le Japon. Alors, on peut expliquer un peu plus où est le scandale dans ce qui s'est passé avec l'IRD ? Oui, le cas de l'IRD, c'est un cas d'école de biopiraterie parce que les chercheurs se sont rendus en Guyane française dans les années 2000 et y ont mené un certain nombre d'enquêtes sur le terrain pour étudier les pratiques ancestrales en fait, de ces populations locales et autochtones quant à leurs remèdes et leurs recettes traditionnelles pour lutter contre le paludisme. Donc là, c'était des entretiens avec les... C'était des entretiens, des enquêtes, des questionnaires à remplir et une étude de leurs pratiques traditionnelles. Ce qui pose problème ici, c'est qu'ils ont ensuite... identifié un arbre qui était particulièrement récurrent dans ces recettes, le Cassia amara. Ils ont prélevé des échantillons, sont revenus en métropole, l'ont analysé en laboratoire et ont issu de cette plante la molécule active qui a cette propriété antipaludique. Le problème, c'est qu'ils ont décidé de poser un brevet, donc ils s'approprient ce savoir des populations locales. À aucun moment, en amont, ils ont décidé d'associer ces populations locales. En aucun cas. Donc le brevet appartient à l'IRD et absolument pas... C'est ça, c'est ce que France Liberté, avec notre avocat Cyril Coste et le chercheur en droit Thomas Burelli, on a mis en avant dans un dossier d'opposition où on a décliné tout un tas d'arguments juridiques. Et effectivement, ici, le brevet ne respecte pas les critères même de brevetabilité. Un brevet, en fait, pour qu'il soit délivré, il est censé porter sur quelque chose de nouveau, d'inventif et avoir une application commerciale. Ici, il n'y a aucune nouveauté, aucune inventivité, puisque les chercheurs n'ont fait que copier les savoirs traditionnels et le traduire en langage scientifique. Quel est l'impact pour les populations locales ? Les impacts, globalement, de la biopiraterie, c'est le sentiment d'une injustice, d'un vol des savoirs, parce que c'est ça, la biopiraterie, c'est voler des savoirs, se les approprier. Et puis, on a des conséquences plus concrètes, en termes d'environnement, par exemple, parce qu'une fois qu'un brevet est déposé, lorsqu'il va être exploité, il va y avoir une pression sur la plante demandée. Et ça peut aboutir à des monocultures, des perturbations des écosystèmes. On peut avoir aussi des conséquences économiques, parce que là encore, si on a une demande de la plante qui est plus forte, on peut avoir une augmentation des prix. Et alors, les populations locales ont des difficultés d'accéder à des plantes qu'elles utilisent en fait, quotidiennement. Est-ce que c'est un phénomène en croissance, cette biopiraterie ? Oui, clairement, d'autant plus qu'aujourd'hui, une grande partie de notre économie repose sur l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles. En plus de ça, on a une demande en bio, en produits naturels, un peu exotiques, qui s'accroît. Et ça fait peser effectivement un certain nombre de menaces, d'actes biopirates. C'est pourquoi il faut vraiment sensibiliser les acteurs de la recherche, les entreprises sur ce que c'est la biopiraterie. Parce qu'aujourd'hui, peu de gens finalement savent ce que c'est. Or, il existe des entreprises qui sont vertueuses. Et donc, justement, qui sont les biopirates ? Les biopirates, ça va être ces entreprises, surtout cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires, qui vont venir s'approprier ces plantes ou ces semences. Vous avez dû être surpris que l'IRD se fasse de la biopiraterie quand même, parce qu'il y a une éthique quand même du chercheur. C'est vrai, mais là encore, je pense que ça vient du fait que la biopiraterie n'est pas très connue et qu'on a encore du mal au niveau de la recherche de savoir ce qu'est une pratique biopirate ou non. Et c'est pourquoi il faut vraiment que les pratiques des instituts de recherche globalement évoluent vers plus de respect envers les populations locales et qu'elles ne soient pas simplement perçues comme des informateurs, mais comme des véritables partenaires dans la recherche. Et que c'est nécessaire de les informer et d'obtenir leur consentement
Concrètement, ici, l'IRD, et dans d'autres cas, l'IRD n'a pas demandé le consentement à ces populations. Est-ce que oui ou non, vous consentez à ce qu'on divulgue vos savoirs? Est-ce que oui ou non, vous consentez à ce qu'on dépose un brevet? Et surtout, l'IRD et le cas de biopiraterie en général fait qu'on ne demande pas à ces populations d'être associées. Concrètement, les bénéfices qui seront tirés de l'exploitation de ce brevet ne seront jamais reversés aux populations locales. C'est une véritable injustice. Alors comment on défend les populations locales? Il y a la voie juridique, c'est ce qu'on fait avec le cas de l'IRD. Il y a eu de nombreux cas de biopiraterie qui sont tombés comme ça, où les brevets ont été retirés ou annulés. Ça, c'est votre objectif, là? Notre objectif, c'est que l'OEB, l'Office européen des brevets, ne délivre pas le brevet. D'accord. Après, ça aurait été très bien aussi de la part de l'IRD qu'elle retire elle-même son brevet. A priori, ce ne sera pas le cas. Mais est-ce qu'ils ne vont pas signer une convention? Oui, maintenant? Alors, c'est ça, c'est que l'IRD a pris conscience effectivement de différents manquements au regard du droit international et du respect des peuples autochtones. Et actuellement, ils sont en discussion avec la collectivité en Guyane et les populations locales pour essayer de trouver un accord et réparer, entre guillemets, les erreurs. Donc, mieux associer les populations. Donc il y a des solutions. Donc il y a des solutions juridiques et puis il y a tout un travail en amont à faire pour prévenir en fait la biopiraterie. C'est sensibiliser les communautés locales et autochtones qui peuvent faire l'objet de biopiraterie, de ce que c'est, de leurs droits et de comment elles pourront ensuite se défendre. Est-ce qu'il y a des conventions internationales qui défendent les populations locales sur ce dossier? Du point de vue du droit international, on a deux grands textes. C'est la Convention sur la diversité biologique, qui date de 1992, et le protocole de Nagoya, qui date de 2010. Et il pose ces trois principes que j'ai déjà énoncés, c'est l'information, le consentement et le partage des bénéfices. C'est vraiment les principes fondamentaux. Le seul problème de ce droit international, c'est que c'est bon vouloir des États de l'appliquer dans leur pays. Il n'a pas été ratifié, par exemple, en France, Nagoya. Pas encore, mais c'est sur le point d'être fait avec la loi biodiversité. Et là, dans ces cas-là, on aura l'obligation, quand on est l'IRD ou une autre multinationale, de passer là des conventions directement avec les populations. Oui, il y aura tout un cadre juridique pour ces entreprises ou le secteur de la recherche pour effectivement, dès le départ de la recherche, associer, informer les populations. Il y aura tout un certain nombre de critères à respecter. Est-ce qu'on voit des bonnes pratiques déjà en place? Oui, il y en a quelques-unes. Elles restent malheureusement encore assez rares. On a des cas d'entreprises cosmétiques, par exemple, avec l'entreprise Ainai, qui développe des produits cosmétiques en association directe avec les peuples autochtones. C'est-à-dire, elle ne passe même pas par le dépôt d'un brevet. Ce n'est pas nécessaire, en fait. Le dépôt d'un brevet, c'est une conception occidentale, le brevet. Ce n'est pas nécessaire. Et en plus de ça, une partie du chiffre d'affaires est reversée aux populations autochtones et c'est elles-mêmes qui décident de quelles plantes elles ont envie de mettre en valeur dans les produits. Donc ça existe. Ça existe, mais c'est encore très minoritaire. C'est assez minoritaire. Est-ce que les États de ces populations sont concernés? Est-ce qu'elles défendent leur population? Ces pays ont-ils les moyens de le faire ou pas? Alors, ils peuvent le faire en appliquant effectivement ce droit international dans leur législation interne. C'est très peu le cas, malheureusement. C'est plus la société civile qui va venir défendre les populations locales autochtones. Mais on a des exceptions. Le Pérou, c'est l'État le plus avancé en matière de biopiraterie, puisqu'ils ont créé une commission dont la seule fonction, c'est de lutter contre la biopiraterie au jour le jour. Mais le Pérou, c'est un exemple unique dans ce... On a l'Inde qui... Le Brésil devrait être... Le Brésil tente d'appliquer un petit peu plus ces principes, mais c'est encore assez faible. Mais l'Inde, par exemple, c'est assez intéressant puisqu'ils ont décidé de mettre en œuvre une bibliothèque de tous les savoirs traditionnels qui existent sur les plantes en Inde. Donc ils déposent eux-mêmes leurs brevets, quoi? En fait, ils recensent tous les savoirs dans une bibliothèque digitale. Et en cas comme ça de demande de brevet, ils vont aller vérifier si oui ou non le savoir existait déjà avant. Et si donc le brevet est nouveau ou pas. Et grâce à ça, ils peuvent résister à la pression des multinationales? C'est un moyen. C'est un moyen. C'est une première étape de recenser ces savoirs et c'est mieux prouver l'antériorité, en fait. Sinon, la plupart des cas sont défendus par des ONG occidentales. On est d'accord? Occidentales ou des pays du Sud. Le cas de biopiraterie du Nîmes, c'est Vandana Shiva, une grande militante indienne et écologiste, qui s'est emparée de ce cas et qui a réussi à le médiatiser. Et après, les ONG européennes sont venues appuyer Donc sa demande. Pérou, Amérique du Sud, l'Inde, vous avez dit, et l'Afrique L'Afrique, il y a de nombreux cas de biopiraterie également. Ah bon? Il y a eu le pélargonium. L'Afrique est particulièrement touchée puisque c'est un point chaud de biodiversité, en particulier avec Madagascar. Mais on a aussi
potentiel risque de biopiraterie parce qu'il y a beaucoup de populations locales qui entretiennent des savoirs traditionnels qui vivent au plus près en fait, de leur environnement. Et là, personne ne les recense? Les États pas à ma connaissance. En tout cas, c'est vrai que sur l'Afrique, on est un petit peu plus à la traîne. Et donc, le cas de l'IRD, pour vous, ça a été une surprise qu'un organisme public se fasse de la biopiraterie? Parce que jusqu'à présent, vous aviez plutôt affaire à des multinationales. C'est vrai que la plupart des cas connus de biopiraterie, c'était des entreprises agroalimentaires ou cosmétiques, pharmaceutiques. Dire que c'est une surprise, non, parce que malheureusement, on sait que le monde de la recherche n'est pas si éthique que ça. N'est pas si éthique que ça, ou du moins, tous les chercheurs ne sont pas conscients, en fait, de ce qu'est la biopiraterie. Ou n'ont pas envie d'être conscients. Ou n'ont pas envie. Merci beaucoup, Marion Weber, pour ces réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.